Vous écoutez Direction l'école, le podcast du SEUNSA pour les directeurs et directrices en exercice, les enseignants curieux, les futurs candidats à la direction d'école ou simplement en quête d'inspiration. Dans cet épisode, nous abordons la direction d'école comme l'aboutissement d'une mobilité professionnelle. Changer de fonction, passer de la formation au pilotage, ce n'est pas seulement évoluer dans sa carrière, c'est accepter un changement de responsabilité, de posture et de cadre d'intervention. Au SEUNSA, nous défendons l'idée que ces mobilités doivent être accompagnées et reconnues dans leurs particularités. Elles impliquent des missions différentes, complémentaires mais non interchangeables, et nécessitent pour chacune une formation continue adaptée. Comprendre ces écarts, c'est sécuriser les parcours et éviter les flous ou les confusions qui fragilisent les collectifs. Aujourd'hui, nous nous entretenons avec Emmanuel, directeur d'école en REP entièrement déchargé de classe. Emmanuel, tu as exercé comme conseiller pédagogique en circonscription, puis tu es devenu directeur d'école en REP. Qu'est-ce qui t'a conduit à ce changement ? Avant d'être conseiller pédagogique, j'étais déjà directeur. Donc, en fait, au niveau du parcours, j'ai fait 2 ans d'adjoint, 2 ans en CE2, et ensuite, je suis arrivé en maternelle. 3 ans, en réalité, d'adjoint. Et l'année où je suis arrivé en maternelle, j'avais les petites sections, et le collègue directeur partait sur une autre mission. Et en réunion, il m'a dit « Le poste est libre, je te verrai bien ». Grosse hésitation, 3 ans de classe, direction, où est-ce que je m'embarque ? Et allez, on y va, on verra bien. Liste d'aptitudes, ça s'est bien passé, direction. Par hasard. Par hasard, complètement par hasard. En me disant, si ça me convient pas, de toute façon, je repars en classe, c'est sans risque. Ensuite, pas de chance, fermeture de l'école. Je suis arrivé sur une autre école maternelle où il y avait 5 classes, parce qu'au départ, j'avais pas de décharge. Où là, j'ai pris goût, à l'époque, c'était 25% de décharge, où là, déjà, ça m'a changé la vie. Je me suis retrouvé 25% de décharge, direction. Ah, ça me plaît bien là, j'ai le temps de faire des choses que j'avais pas le temps de faire. Et du coup, je creuse un peu plus sur le métier de. Même si c'était pas le métier de directeur à l'époque, mais je creuse un peu plus sur qu'est-ce que doit faire un directeur. Et là, dans le même temps, on me propose de devenir MAT. Allez, au départ, pareil, des doutes, MAT, puis allez, on y va. Et étant MAT, on me dit vous verrez bien CPC. Donc un grand nom au départ. Pour moi, c'était impossible d'être CPC. J'avais pas les compétences et j'avais pas le niveau pour être CPC. Oui, mais c'est bien ce que vous faites en classe, ça serait intéressant. Partager, oui, mais CPC, non. Puis à force, le terrain, on se dit, bon, bah, allez, j'essaye, puisque en plus, ça m'engageait pas définitivement, puisque c'était un poste de CPC où la collègue était partie en perdir. Tant qu'elle n'était pas nommée définitivement comme perdir, le poste était vacant. Mais moi, j'y étais pas estampillé entièrement, en fait. Chaque année, il fallait que je fasse le mouvement et que je repasse l'entretien avec le DAZEN pour savoir si je pouvais rester CPC. Et j'ai fait ça 4 ans. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait retourner à la direction d'école ? Donc, au bout de 4 ans, le poste, cette fois, il est libre. Il faut que je me positionne. C'est soit je l'ai à titre définitif, puisque j'avais gardé ma direction sous le coude, soit je repars en direction. Tu fais le calcul au niveau financier, j'ai repris ma direction. Donc j'étais PEMF en même temps que la direction, ce qui me faisait un demi. Alors un demi, il faut demi, un 25% de décharge direction, et à l'époque c'était 25% pour être PEMF, et puis de l'accueil en classe. Donc là c'était top. Dès que je suis revenu en direction, j'ai bien mis les choses au clair avec les collègues en disant je ne suis plus formateur CPC. Je suis formateur, mais formateur pour les jeunes. En gros, un PEMF, il est surtout avec les jeunes débutants. Et je leur avais dit, on va accueillir des stagiaires, mais ça ne changera rien au niveau de la direction. Je ne vous ferai pas de la formation. Je voulais bien faire le distinguo. Maintenant, j'avais des outils à l'époque que j'ai plus, parce que là, moi, j'ai l'impression d'être has-been. Parce qu'on n'est plus dans des nouvelles choses qui peuvent sortir, les chercheurs... Avant d'être directeur d'école, est-ce que tu avais une représentation différente de ce que c'était être directeur d'école ? Totalement, complètement. Déjà, moi, jeune débutant, donc j'ai fait que 3 ans d'adjoint, au bout du compte, pour moi, c'était, à l'époque, le directeur, c'était mon chef. Dans ma représentation, c'était celui qu'on écoutait en réunion. Je suis tombé sur des directeurs, peut-être qui avaient déjà un pilotage assez... mais ils nous disaient, on va faire ça, on faisait. On va faire tel projet, on faisait. Enfin, moi, j'étais... Je sais pas comment expliquer ça, mais on était dans une équipe de débutants aussi. Tous quasiment débutants.
Donc évidemment, c'était notre porteur de projet, et la représentation, oui c'est ça, il est adjoint de l'IUN. Donc autant dire que quand moi je suis devenu directeur, j'ai eu un réveil assez brutal. D'autant plus que j'étais adjoint dans mon école et je suis devenu directeur. Alors j'ai eu de la chance à l'époque parce que j'ai eu une super équipe en maternelle, on était 3. Les 2 autres collègues, elles étaient top pour ça. On va pas dire que c'était une direction collégiale parce que ça n'existe pas ça. Mais j'ai eu beaucoup d'aide au départ. J'avais pas une équipe qui dysfonctionnait entre guillemets et puis elles étaient prêtes à me suivre puisque je découvrais tout. Et là j'ai découvert, alors je fais partie de la vieille école maintenant, hein, j'ai découvert l'enquête 19, le cauchemar. Mais on nous demandait pas les mêmes choses qu'on nous demandait maintenant. Hein. On était vraiment sur une... Comment on disait, on était garant du fonctionnement de l'école, mais vraiment fonctionnement quotidien, quoi. En quoi ton expérience de conseiller pédagogique, CPC, t'aide-t-elle aujourd'hui dans le pilotage pédagogique de l'école ? Là, on va être plutôt sur, j'ai envie de dire, sur mener des réunions. Parce qu'en fait, dans l'absolu, quand on devient directeur, on a une formation initiale, mais on n'a pas vraiment de formation sur comment mener une réunion. Je sais que maintenant, ils le font un peu plus, mais nous, à l'époque, en tout cas, on ne l'avait pas, ça. Et je pense que quand tu as fait de la formation avec 30 collègues qui n'ont pas spécialement envie d'être là, tu arrives à mener une réunion avec 15 collègues qui n'ont pas toujours non plus envie d'être en réunion ce jour-là. Mais du coup, tu as des petites techniques que tu apprends sur le tas, hein, parce que la communication, ça s'apprend, mais moi, on ne me l'a pas vraiment apprise. Et surtout, il y a des petites erreurs que tu sais qu'il ne faut pas commettre. Je dirais c'est plus dans ce sens-là. On ne sait pas vraiment savoir comment la mener, mais on sait quelles erreurs il ne faut pas faire. Ce qui aide déjà au début quand tu es directeur. Ça m'a beaucoup aidé parce que passer de mes 5 collègues en réunion et mon petit conseil d'école à 8, je suis arrivé et là j'avais comme une formation quasiment. J'avais 20-25 personnes devant moi et sauf que là c'était pas de la formation, c'était de la direction. Aussi d'avoir été CPC, quand je suis revenu en direction, c'est pas que j'étais super au point sur tout, mais du coup, j'avais une vision bien plus large de l'école. C'est-à-dire que jusque-là, j'avais fait 2 ans de CE2 et puis 1 an de petite section. Puis après, j'étais resté qu'en petite section en étant directeur. Et en passant CPC, du coup, je me suis heurté une petite mise à jour sur les programmes de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, ce qui n'était pas... C'était pas gagné pour moi. Et puis du coup, j'avais une vision, je pense aussi un peu plus large du parcours de l'élève, peut-être, puisqu'on travaillait aussi en tant que CPC avec le collège. Moi, je pense que ça aide parce que en tant qu'adjoint, déjà, moi, je me rappelle, j'étais surtout centré sur ma classe. Et je pense que les collègues, ils sont surtout centrés sur leur classe, ce qui est logique, enfin, c'est humain. On est centré sur notre niveau, on s'intéresse un peu à côté, mais du coup, le parcours de l'élève, c'est quelque chose dont on a une notion mais qu'on ne voit pas bien. Et en fait, à un moment, tu te dis, là actuellement dans mon pilotage, parfois je me projette déjà faire le DNB pour certains élèves, même si on ne prépare pas le DNB. Hein. Mais quelque part, c'est ça notre objectif, nous. Ils sont en CP, on commence déjà à penser à leur orientation, ne serait-ce qu'en 6e, pour certains enfants. Et ça, les collègues, ils n'ont pas toujours, hein, en se disant, tu sais, on va le maintenir cette année. Tu as eu ça aussi en tant que directrice. Faut le maintenir. En CP, faut le maintenir. Attends, voilà, on va reprendre les choses... il en est où ? Commence à être un peu lecteur, tout ça. Non, fais-le nous passer en CE1, laisse-nous, c'est du pilotage, hein, laisse-nous un petit peu de temps pour voir ce qu'on va pouvoir lui proposer à cet enfant-là. Ça, les collègues, ils ne l'ont pas toujours. Hein. Enfin, je crois. Puisque tu as connu les 2 casquettes, formé en tant que CPC et piloté en tant que directeur, comment est-ce que tu expliquerais la différence entre ces 2 rôles ? Je fais partie des gens, tu as raison Johanna, je fais partie des gens que ça fait un peu grincer des dents, c'est qu'à un moment, l'institution nous demande de plus en plus de former les collègues. Je vais donner un exemple précis. Plan FIMAT, on nous demande de faire des constats, ça, moi en tant que directeur, je sais faire. Des constats, il suffit de prendre les statistiques et en effet, on voit qu'il y a un décalage plus ou moins fort, hein, ça dépend dans les écoles, mais plus ou moins fort entre les garçons et les filles au niveau des résultats en maths. Mais après, quand on nous demande de réfléchir aux gestes professionnels ou aux micro-gestes professionnels, là, pour moi, ça sort du cadre du directeur. Ça, c'est plutôt, à la limite, au CPC, voire à l'IUN, mais c'est pas au directeur de trouver les solutions là-dessus. Je prends un autre exemple. L'année dernière, mes collègues veulent travailler sur la conjugaison horizontale. Si j'avais été CPC, je serais allé chercher des gens, peut-être à l'INSPE, en français, un prof de français ou quelqu'un, pour justement, c'est quoi cette conjugaison horizontale ? Et là, les collègues étaient de menteurs, mais moi, je me suis refusé. Alors, je suis allé chercher, évidemment, hein. Qu'est-ce que c'est que cette conjugaison horizontale ? De quoi il me parle ? Mais je me suis refusé de le faire. J'ai demandé à la Circo de le faire. Piloter, c'est pas former en fait.
Chacun son rôle. Et surtout, si on nous demande de piloter, à un moment, faut pas charger la barque. Si on commence à être pilote et formateur, pour moi, c'est deux métiers différents. Même si en tant que directeur, par contre, on peut être porteur de projet, mais comme tout autre collègue, en fait, le directeur. Tiens, j'ai vu quelque chose qui fonctionne bien, j'ai entendu parler de quelque chose qui fonctionne bien, je vous le présente, mais là, d'égal à égal. C'est pas le directeur qui dit, vous avez vu, moi je sais, vous savez pas. Et surtout, moi, comme je leur dis toujours, même si j'étais CPC, j'ai pas les connaissances que vous croyez que j'ai. Parce que par rapport à une équipe aussi, il y a une représentation que les collègues se font du CPC qui sait tout. Mais c'est totalement faux. Un CPC, il sait pas tout, et ça se saurait. Comme tu dis, c'est l'auto-formation permanente en fait. Là, évidemment, la conjugaison horizontale, j'en sais un peu plus que quand ils m'en ont parlé. Mais je suis pas capable, là, dans l'immédiat, de faire une formation de 3 heures sur la conjugaison horizontale. Et c'est pas mon boulot. Finalement, toi, tu arrives bien à lutter contre ton ancienne nature de conseiller pédagogique pour ne pas sortir de ton rôle de pilote. Ça, tu y arrives bien. Ouais, mais c'est pas très compliqué parce que je t'ai dit, je suis plutôt. J'ai certains collègues, je vais pas le cacher, qui sont bien plus compétents que moi là sur certains domaines. Donc je vais pas commencer à vouloir faire le formateur que j'ai pu être, mais qui avait du temps pour préparer, qui avait des groupes de CPC pour préparer des formations de formateurs aussi. Ça j'ai plus, donc je me considère plus du tout comme CPC ni comme formateur. À un moment, il faut bien rester dans notre métier. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous demande? Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Puis surtout, on va peut-être dire des bêtises à un moment. Avec le recul, qu'est-ce que cette trajectoire t'a apporté dans ta manière d'exercer aujourd'hui? Un peu plus de recul, parce que quand on vient PEMF, ce qu'on nous demande, c'est de nous regarder pédaler. C'est ça la première qualité qu'on demande à un PEMF, c'est d'être en capacité. Et ben en direction, je crois que c'est un peu pareil. Le regard critique que je peux avoir sur comment j'ai mené une réunion, comment j'ai mené le conseil d'école, mais en fait surtout la réunion. Est-ce qu'à un moment, j'aurais peut-être pu relancer, ou est-ce qu'à un moment, on est quand même en train de... On continue cette habitude de se regarder fonctionner. Et je pense que ça, le côté CPC ou PEMF, c'est cette capacité peut-être à se regarder fonctionner. Comme tu as été conseiller pédagogique, CPC, tu mesures d'autant plus l'écart entre les deux missions de formation et de pilotage. Et c'est aussi ce qui t'a aidé à résister à la tentation de croire que tu es là pour former l'équipe. Est-ce que le fait d'avoir été conseiller pédagogique t'aide à mieux résister à la tentation de mélanger pilotage et formation? En ayant eu les deux casquettes, tu sais ce qu'il ne faut pas faire dans ton équipe. Dans le pilotage. Et même si les collègues ils le savent tous que j'ai été CPC, mais on n'en parle pas, ils ne me demandent jamais, eux, à contrario, ne me demandent jamais de... Je vais être un peu... de sortir ma science, mais je peux plus, en fait. Et puis j'ai pas envie. Je préfère être en réflexion avec mon équipe, et parfois il y a des choses que je sais, évidemment, mais je le laisse de côté. Je laisse les collègues faire leur chemin aussi, et je les accompagne plus que les former. C'est peut-être ça le mot important. L'accompagnement. On a bien dit la différence entre les deux. C'est deux missions totalement différentes. Et que je pense justement, il ne faut surtout pas télescoper. Si on télescope le positionnement du directeur, je pense que si on demandait au directeur d'être formateur, ça le mettrait plus à égalité avec ses collègues. Le travail d'équipe, en fait, est plus important que celui qui, entre guillemets, c'est la théorie, en fait. On est toujours entre... théorie, pratique. Et un directeur déchargé à temps plein comme moi, mais il n'a plus la pratique. Donc il serait très mal placé de dire il faut faire comme ça et il n'y a pas d'autre choix. Je sais que tu as lu le rapport de l'inspection générale de 2024 sur le pilotage pédagogique des directeurs et directrices d'école. Tu l'as lu évidemment avec ton regard critique et avec tes deux casquettes. J'aimerais bien savoir ce que tu penses du regret des inspecteurs généraux qu'il n'y ait pas davantage de directeurs d'école qui soient titulaires du KPI ou du CAFIPEMF, parce qu'implicitement, ça pourrait vouloir dire qu'il y a une recommandation que les directeurs soient titulaires de ces deux certificats. Je vois bien l'idée des IG, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'à un moment, on peut être estampillé, on peut avoir été PEMF, avoir eu le CAFIPEMF à un moment, et être parti en direction comme moi depuis 10 ou 12 ans. Et en effet, je suis toujours estampillé PEMF,
mais je suis plus en capacité de faire de la formation comme j'ai pu le faire quand j'étais CPC. Donc pour moi, je pense qu'il y a une erreur et qu'il faut surtout pas se tromper là-dessus. C'est parce qu'on est estampillé qu'on est encore capable de faire de la formation. Surtout quand on en est sorti depuis un moment. J'en reviens à ce que je disais pendant l'entretien, c'est qu'il faut pas mélanger les genres. Le pilotage ne fait pas qu'on doit former les collègues. Ça fait quand même longtemps que je suis directeur, je crois que ça fait plus de 20 ans. Hein. Pour pouvoir continuer à travailler en équipe, et je pense qu'il est là, le plus important c'est ça, c'est travailler en équipe. On travaille mieux à plusieurs que tout seul, chacun de son côté. Il ne faut pas que le directeur sorte du cadre. Alors je ne suis pas non plus le père parmi les pairs, mais quand même, il faut quand même qu'on reste celui qui continue comme l'équipe de réfléchir, pas celui qui sait. Entre guillemets. Même si le CPC, c'est pas celui qui sait, mais en tout cas, on doit être force de proposition sur des choses, mais comme tout autre collègue en fait, dans l'équipe. Comment est-ce que tu fais, toi qui n'as pas le KPI par exemple, pour gérer cette partie de l'inclusion à l'école, dans laquelle il est parfois assez compliqué de se retrouver entre tous les partenaires ? Et qu'est-ce que l'institution pourrait faire de plus pour améliorer les choses de ce côté-là ou du côté du pilotage pédagogique ? Moi, pour ma part, le KPI, je ne l'ai pas. Et c'est quelque chose que je fais, on l'a au quotidien, hein, l'école inclusive, on est en plein dedans. Et je m'appuie essentiellement sur les personnes ressources que j'ai dans l'école. C'est-à-dire, j'ai une maîtresse du lycée et j'ai une maîtresse qui intervient. Quand j'ai besoin, je leur pose des questions, je leur demande de m'informer, de me mettre un peu au point là-dessus. Après, j'ai eu la chance d'être invité aussi à différentes réunions de pôle ressources, où là, en effet, les élèves EBEP, on en parle, l'école inclusive, on est en plein dedans. Et là, c'est un vrai temps en même temps de travail et de formation, parce que quand on s'interroge avec des professionnels, psy-EN, il y a les psy-EN aussi, qui sont bien les enseignants référents aussi sur lesquels on peut s'appuyer pour justement tous ces parcours-là. Ouais, c'est d'aller chercher en fait, en direction en fait, contrairement à ce qui se passe, parce il y a beaucoup de solitude, mais je crois que justement pour éviter cette solitude-là, il ne faut pas penser qu'on sait tout, il faut aller chercher les collègues compétents. À travers le parcours d'Emmanuel, nous voyons que la direction d'école peut constituer l'aboutissement d'une mobilité professionnelle. Mais cette mobilité n'est pas neutre. Elle transforme les responsabilités, les marges d'action et la posture professionnelle. Piloter ne signifie pas former. Accompagner une équipe ne consiste pas à se substituer aux missions d'autres acteurs, notamment des formateurs. Clarifier ces lignes, c'est sécuriser les parcours et renforcer l'efficacité collective. Au SEUNSA, nous considérons que la mobilité doit être un levier d'émancipation professionnelle, pas une zone grise où les missions se superposeraient sans cadre clair pour compenser un manque de moyens en termes de recrutement ou de formation. Reconnaissance des fonctions, formation continue adaptée, respect des responsabilités de chacun, ce sont des conditions indispensables pour que la direction d'école puisse exercer pleinement son rôle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Direction l'école, un podcast du SEUNSA. Dans le prochain épisode, nous continuerons à parler de la direction d'une école entre expérience de vie et mobilité professionnelle, avec Aude, qui est passée de la direction d'école au second degré. En attendant, le SEUNSA vous accompagne dans vos projets de mobilité. Pour cela, suivez le lien en description. À très vite pour continuer à faire vivre ensemble le projet d'une école publique plus juste, ouverte à toutes et tous. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous en commentaire et abonnez-vous.